Alors, bonjour à tous. Monsieur le Président, Madame, Monsieur membres de jury. Avant toute chose, je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous avez porté à mes travaux de thèse en prenant part en membre de jury et en permettant de soutenir devant vous avec enthousiasme cette thèse doctorale. Alors, ma thèse elle est intitulée Détection d'aiguilles et de grains dans les images ultrasonores pour la curie-thérapie dynamique. Elle a été réalisée à l'équipe JMCAO du laboratoire Team CIMAG à Grenoble et financée par l'ANR dans le cadre d'un projet Focus. Mes directrices de thèse sont Jocelyne Trocaz et Sandrine Rose. Alors, pour commencer, je vous décris le sommaire. Tout d'abord, je commence par une explication du contexte clinique et collaboratif de cette thèse. Ensuite, je vais évoquer la problématique et après, je vais citer les méthodes de l'état de l'art actuel. Ensuite, je vais détailler la méthodologie, commençant par la localisation d'aiguilles et terminant par les grains radioactifs. Après, je vais vous montrer les expérimentations menées et les résultats obtenus et je finirai par une discussion conclusive. Alors, la prostate est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin qui se situe sous la vessie et englobe l'urètre ainsi que le canal éjaculatoire. Elle est le siège de différentes infections, dont l'infection principale est le cancer de la prostate. Malheureusement, il s'agit d'une tumeur très fréquente chez les hommes âgés. En 2018, le pourcentage d'incidence par le cancer de la prostate chez les hommes dans le monde entier est 6,7% parmi tout type de cancer. Le pourcentage de décès est 13,5%. Pour traiter cette tumeur, le choix de la modalité de traitement dépend en premier lieu du degré de développement dans la prostate. Là, on distingue trois cas. Par exemple, le premier cas correspond au cas de cancer à faible risque lorsqu'on arrive à le diagnostiquer rapidement. Sinon, il y en a les risques intermédiaires et élevés. Et bien, comme modalité de traitement, on peut citer la radiothérapie externe qui consiste à éradier la prostate pour éliminer les cellules cancéreuses. Et il y en a aussi la prostatectomie qui consiste à enlever la prostate par une intervention chirurgicale. Et on peut citer ainsi la curie-thérapie qui consiste à implanter des sources radioactives dans la prostate pour irradier localement et éliminer les cellules cancéreuses dans son voisinage. En la comparant, la curie-thérapie avec les deux autres types de traitements, on peut facilement constater qu'il est beaucoup moins invasif par rapport à la prostatectomie et engendre beaucoup moins d'effets secondaires par rapport à la radiothérapie externe, tout simplement puisque l'irradiation se fait à partir de la prostate. Cependant, elle n'est adéquate que pour les cas de cancer à faible risque. Alors, pour l'expliquer, on peut modéliser son déroulement par un processus linéaire composé de trois étapes. La première étape sert à définir la planification par un examen échographique préopératoire accompagné par un examen IRM qui sert notamment à calculer la dose, capable d'éliminer la tumeur définitivement. La deuxième étape est effectuée le jour de l'intervention. Tout d'abord, on commence à faire un examen échographique pour préciser les positions des sources radioactives à mettre dans la prostate qui réalise la dose planifiée et qui respecte les contraintes notamment liées aux organes à risque. Puis, on dispose des aiguilles creuses, on les insère toutes dans la prostate et on guide leur insertion par un retour visuel échographique 2D. Lorsque toutes les aiguilles sont bien placées, on les charge par les grains radioactifs, puis on commence la procédure de l'implantation de grains en retirant les aiguilles l'une après l'autre. De cette manière, les grains sont placés dans les trajectoires des aiguilles correspondantes. Puis la troisième étape sert juste à documenter le déroulement de la curie-thérapie par un examen scanner post-opératoire effectué généralement un mois après l'intervention. Mais, à cause des importantes imprécisions liées à l'implantation de grains, aux déviations des aiguilles, notamment à la déformation de la prostate lors de la curie-thérapie, l'idée de dérouler une curie-thérapie dynamique au lieu d'une curie-thérapie standard linéaire est apparue pour compenser les erreurs. Dans une curie-thérapie dynamique, le calcul de dose et la mise à jour de la planification sont effectués en temps réel suite à chaque implantation de grains. Bien évidemment, l'aspect itératif de la curie-thérapie dynamique est assuré par la localisation automatique de grains dans l'image échographique. C'est l'objectif de ma thèse. Alors, ma thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet ANR qui est le projet Focus. Son objectif est de proposer un système innovant pour la curie-thérapie focale qui consiste à implanter que quelques sources radioactives ciblées dans les zones tumorales. Dans ce projet, je suis chargé de faire le task 2.1 pour localiser automatiquement les grains radioactifs. La localisation automatique de grains dans une image échographique est un exercice difficile pour deux raisons principales. La première raison est liée à la qualité médiocre des images échographiques qu'on manipule qui contiennent régulièrement différents types de bruits et d'artefacts.
Ceci est bien illustré par le balayage de cette coupe sagittale dans l'image géographique qui montre qu'il y en a plein de types d'artefacts lumineux, notamment ceux qui sont liés à l'exposition des instruments qu'on veut localiser, qui sont les aiguilles et les grains, aux ondes ultrasonores, par exemple comme celui-là, comme celle-là. Voilà. Ceci est bien illustré ainsi dans cette coupe axiale de cette image géographique qui montre que les artefacts lumineux, ceux qui sont encerclés en noir, sont aussi bien visibles et clairs dans l'image géographique que les grains qu'on veut localiser qui sont encerclés en rouge. Pardon. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est liée aux dimensions réduites de grains radioactifs cylindriques qui sont de diamètre 0,8 mm et de longueur 4,5 mm. Imaginez qu'on essaye de localiser des tout petits instruments dans des images géographiques de mauvaise qualité. Mais pour faciliter un petit peu la tâche, au lieu d'utiliser des grains libres, on peut s'intéresser à l'utilisation d'un train de grains libres. Il s'agit d'un bloc de grains connecté par des connecteurs et espacé par des espaceurs non métalliques. Puisqu'il s'agit des grains censés implantés par la même aiguille, l'utilité majeure est la minimisation importante de nombre d'injections par aiguille en une seule injection, qui minimise considérablement les erreurs liées à l'implantation de grains. Je passe tout de suite à l'état de l'art. Alors, les méthodes actuelles sont récapitulées dans ce tableau. Alors, pour commencer, la plupart des méthodes s'intéressent à localiser les grains libres. Il n'y en a qu'une seule méthode qui a été testée sur des trains de grains libres. Puis, les orientations. Aussi, il n'y en a que certaines méthodes qui s'intéressent à retourner les orientations de grains, sinon les autres ne s'intéressent pas à estimer les orientations de grains. Les outils techniques employés sont différents. Certaines méthodes sont basées sur un seuillage, mais semi-automatique, sur une carte de différence 3D ou bien en utilisant la méthode d'au-dessus pour la binarisation. D'autres méthodes sont basées sur la soustraction entre les images successives acquises juste avant et après l'implantation de grains, mais ceci nécessite un pré-traitement de recalage. Voilà. Il y en a deux publications, deux méthodes récemment publiées, qui ont employé le deep learning. La première méthode a été testée sur des grains libres. Les orientations ne sont pas estimées. La deuxième méthode, qui a été récemment publiée, a été testée sur des trains de grains liés. C'est la seule qui a été testée sur des trains de grains liés, mais les orientations ne sont pas estimées. Cette méthode est très récemment publiée. On ne l'a pas mentionnée dans la version actuelle du manuscrit parce que c'est très récente, mais elle va être rajoutée finalement dans la version finale. Je passe. Les images géographiques de test sont la plupart du temps des images non cliniques, sous forme des images de fantômes, en agar-agar ou autres. Il n'y en a que les méthodes qui ont employé le deep learning ont utilisé des images cliniques pour l'apprentissage et pour les tests. Alors, la vérité terrain est la plupart du temps considérée comme étant l'acquisition scanner, tout simplement parce que l'identification de grains dans l'image scanner s'avère beaucoup plus fine. Puis, les erreurs moyennes varient entre 1 et 2,29 mm. Pour finir l'état de l'art, je voudrais dire que la plupart des méthodes utilisent la pointe de l'aiguille au moment de l'implantation comme étant une information a priori pour réduire le volume de recherche de grains au lieu de fouiller dans toute l'image géographique. Et bien voilà. Donc, pour ce qui nous concerne, nous avons travaillé pendant cette thèse pour développer une solution qui estime à la fois les positions et les orientations de chaque grain d'un train de grain lié. Cette méthode a été conçue pour qu'elle soit le plus robuste et le plus automatique possible et qui doit respecter le temps clinique qui ne gêne pas la rapidité des gestes effectués par les praticiens qui sont de l'ordre de 1 ou plusieurs minutes par geste. Pardon. Les difficultés sont liées à la qualité médiocre des images géographiques et aux dimensions réduites de grains radioactifs. Alors, la solution développée pendant cette thèse est récapitulée par cette figure. Alors, la localisation de grains, la solution de la localisation de grains est basée sur la récupération d'une région d'intérêt dans laquelle le train de grain est situé. Cette région d'intérêt est construite autour de la pointe de l'aiguille au moment de la plantation. Donc, pour pouvoir identifier la pointe de l'aiguille, on s'intéresse tout d'abord à détecter le corps de l'aiguille. Et bien, voilà l'enchaînement inverse. Je commence par vous expliquer la solution qui consiste à détecter le corps de l'aiguille. Cette solution s'exécute dans une zone de recherche de l'aiguille de l'image géographique 3D, déduite à partir de la planification préopératoire, plus précisément à partir de la position de l'insertion de l'aiguille dans le corps. Il s'agit d'une information connue et facilement récupérable. Voilà, je vous montre par exemple deux zones de recherche. Là, il se figure en forme d'un rectangle, mais il s'agit d'une coupe axiale, mais après, en se projetant en 3D, il s'agit d'un parallélépipède. Là, je vous montre qu'il y en a, en plus d'aiguilles, il y en a des artefacts lumineux qui gênent à la fois la visibilité de l'aiguille, puis la détection de l'aiguille.
Je vous explique la solution. Alors, la détection de l'aiguille est basée sur le fait qu'un histogramme d'une zone de recherche peut être modélisé comme le mélange de deux gaussiennes ou de deux classes. Une grande gaussienne qui représente les voxels non aiguilles, et puis une petite gaussienne qui nous intéresse, qu'on veut sélectionner, qui représente les voxels de l'aiguille. Pour pouvoir séparer les deux classes et récupérer la petite classe qui nous intéresse, il suffit d'appliquer la classification bayésienne binaire puisqu'il s'agit de deux classes. Alors, cette classification est modélisée par ces inégalités. Mais pour pouvoir établir ces inégalités, il nous faut les valeurs des paramètres, notamment la moyenne et la variance de chaque classe. Le problème est que ces valeurs varient entre une image géographique à l'autre et même entre une zone de recherche à l'autre de l'image géographique. Donc, on ne peut pas utiliser des valeurs figées. Pour prédire à chaque localisation d'une aiguille les bonnes valeurs des paramètres, nous avons utilisé l'algorithme Expectation Maximization qui estime les bonnes valeurs des paramètres d'un mélange de Gaussiens. Alors, il s'agit d'un algorithme itératif composé de 3 étapes. La toute première étape sert à initialiser les paramètres. Je pense que c'est la plus importante étape parce que seule la bonne initialisation des paramètres garantit la bonne convergence. Par exemple, une mauvaise initialisation de la moyenne de la classe dominée, celle-là, qui est la classe aiguille, entre les valeurs de deux pics, amène forcément sa convergence vers le mauvais sens, c'est-à-dire vers la classe qui domine, qui est la classe non aiguille. Pour éviter ce mauvais cas, nous l'avons initialisé à 255 pour garantir le bon sens de convergence. La deuxième et la troisième étape servent à calculer, à étirer le calcul des paramètres, puis à vérifier la convergence entre deux itérations successives. Cet algorithme nous permet d'estimer les bonnes valeurs des paramètres pour pouvoir établir la classification bayésienne et éventuellement récupérer les voxels qui décrivent l'allure de l'aiguille. La deuxième étape de la détection ou de la localisation d'aiguille sert à approximer son allure par une approximation polynomiale parabolique. Le choix de la forme parabolique est déduit à partir de l'allure de l'aiguille observée dans le corps après l'assertion. Et on a effectué quelques optimisations liées au choix des triplets de points de contrôle qui définissent l'aiguille pour garantir une meilleure précision dans un temps de calcul très optimal. Ceci est bien détaillé dans le manuscrit et je vais vous présenter les résultats dans la partie expérimentation. La détection de corps de l'aiguille nous amène à identifier la pointe pour pouvoir finalement construire la région d'intérêt. On fait ce travail de l'identification de pointe parce que dans certains mauvais cas, notamment lorsqu'une aiguille traverse une ou plusieurs régions d'encre dans une image géographique, l'identification de sa pointe s'avère un peu plus compliquée. Comme vous voyez, là, il s'agit d'un exemple d'une aiguille impactée par une région d'encre. Vous voyez que la zone de l'aiguille ou la partie de l'aiguille qui traverse la région d'encre, celle qui est encerclée en rouge, est beaucoup moins nette et visible que l'autre partie de l'aiguille. Il s'agit d'une aiguille partiellement visible et pour ce mauvais cas, l'identification de la pointe de l'aiguille est nécessaire. Je voudrais rappeler un fait. Tous les voxels d'une aiguille qui ont été déjà sélectionnés par le classifieur bayésien précédemment, on vérifie la condition d'appartenance à la classe aiguille modélisée par cette inégalité. Ça veut dire que la probabilité d'appartenance à la classe aiguille, XA, est nettement supérieure à la probabilité d'appartenance à la classe background XP, puisqu'ils font partie de la classe aiguille, c'est normal. On utilise la logique qui dit que, tout simplement, la pointe de l'aiguille, c'est le voxel qui précède le tout premier voxel de background. On peut facilement identifier le tout premier voxel de background comme étant le tout premier voxel dans l'extrémité du corps de l'aiguille précédemment détecté et son extension proche qui vérifie le contraire de cette inégalité. Ça veut dire que sa probabilité d'appartenance à la classe background est supérieure à la probabilité d'appartenance à la classe aiguille. Et comme ceci, on identifie le tout premier voxel de background et on considère que la pointe de l'aiguille, c'est tout simplement le voxel qui le précède. Je vais vous présenter les résultats dans la partie expérimentation. Tout ce travail, qui est la première partie de ma thèse, nous a permis de récupérer la région d'intérêt dans laquelle le train de grain est situé. Nous avons choisi les dimensions adaptatives de la région d'intérêt pour optimiser ces dimensions, de façon qu'elle doit, la région d'intérêt, qu'elle doit inclure à la fois un seul train de grain, donc on ne peut pas l'élargir comme on veut, puis elle doit dépendre de la longueur et la composition du train de grain. Et de cette manière, le train de grain va être situé effectivement dans la région d'intérêt. La solution de la localisation d'aiguilles développée pendant cette thèse est récapitulée par ce workflow qui est composé de 4 étapes que je vais expliquer une par la suite.
et qui s'exécute dans le volume de recherche qui n'est que la région d'intérêt précédemment identifiée. Je vous explique la toute première étape, qui sert à binariser la région d'intérêt. On constate qu'une région d'intérêt, ou plutôt l'histogramme d'une région d'intérêt contenant un train de grains de n'importe quelle composition, peut être modélisé comme le mélange de deux gaussiennes ou de deux classes, tout comme l'aiguille. Une grande classe qui représente le background et puis une petite classe qui représente le train de grains. Puisqu'il s'agit du même problème, nous avons réutilisé la même solution développée précédemment qui consiste à séparer les deux classes par une classification bayésienne binaire. Ceci est modélisé par ces inégalités plutôt. De même, les valeurs des paramètres varient à chaque localisation ou à chaque binarisation d'une région d'intérêt. Elles varient notamment en fonction de la composition du train de grains. Donc, on a réutilisé l'estimateur des valeurs des paramètres d'un mélange de Gaussienne EM. Et comme ça, nous avons établi la classification bayésienne et récupéré le nuage de voxels qui décrivent le train de grains. Mais il y en a toujours des faux positifs. Concernant les faux positifs, à ce stade, le train de grains est composé par des grains métaïques, mais aussi par des épaisseurs non métaïques. La visibilité d'un épaisseur non métaïque dans l'image géographique est assez similaire à une visibilité d'un grain métaïque. Donc, les épaisseurs font partie du train de grains. On ne peut pas les considérer comme étant des faux positifs. Les faux positifs ne sont que les voxels des artefacts lumineux qui se trouvent dans la région d'intérêt, comme ce groupe de voxels, qui est finalement sélectionné. La deuxième étape de l'algorithme sert à supprimer ce groupe de voxels par une nouvelle discrimination assurée par SVM, Support Vector Machine. Je vous explique. La classe XTG, précédemment détectée, ou bien plutôt sélectionnée, n'est que finalement l'union entre les vrais et les faux positifs. Quelle est la différence majeure entre ces deux groupes? La différence majeure, c'est la distribution géométrique de chaque sous-groupe. On trouve que les vrais positifs, qui sont les voxels de train de grains, sont plutôt du forme cylindrique portée par l'axe Z, qui est l'axe de l'implantation de grains, plutôt la direction de l'implantation. Contrairement aux faux positifs, qui sont très loin d'avoir une forme cylindrique portée par Z, qui se manifeste n'importe comment géométriquement dans la région d'intérêt. On profite de cette distribution géométrique pour calculer les normes de gradient selon X et selon Y, qui nous renvoient des grandes valeurs qui décrivent les vrais positifs, qui sont les points en vert, puis des petites valeurs qui décrivent les faux positifs, qui sont les points en bleu. Et bien voilà, nous avons eu une nouvelle description des vrais et des faux positifs, à partir de laquelle nous pouvons séparer facilement les deux classes. C'est grâce au descripteur que nous avons choisi. Il s'agit d'une discrimination linéaire assurée par SVM. Tout comme on a vu pour la classification bayésienne, là, on a utilisé EM pour prédire les bonnes valeurs des paramètres. Pour SVM, nous avons choisi d'utiliser un algorithme qui s'appelle Sequential Minimum Optimization, SMO, qui nous prédit la meilleure courbe séparatrice, plutôt droite séparatrice, celle qui est en rouge. Et bien, tout ça nous permet finalement de supprimer les faux positifs et garder les nuages de voxels qui décrivent le train de grains et sa composition. La troisième étape de l'algorithme sert à effectuer la localisation grossière du train de grains après avoir segmenté le nuage de points, du voxel ou de points. Alors, je voudrais effectuer une petite récapitulation pour vous expliquer la troisième étape. Je vais récapituler tout ce que je viens de raconter. Nous avons inséré l'aiguille, puis nous avons effectué une acquisition échographique, à partir de laquelle nous avons effectué la localisation automatique de l'aiguille et l'identification de sa pointe pour pouvoir construire la région d'intérêt dans laquelle le train de grains est situé. On effectue l'implantation, on implante le train de grains et on effectue une acquisition échographique à partir de laquelle on lance la solution ou l'algorithme de la localisation de grains. Les deux premières étapes que je viens d'expliquer servent à segmenter le nuage de points ou de voxels définissant le train de grains, classification bayésienne suivie par SVM. Et la troisième étape, l'étape courante, sert à localiser grossièrement le train de grains comme suit. Tout d'abord, on se renseigne sur la composition du train de grains auprès de la planification préopératoire pour construire un modèle géométrique de train de grains qui ne sont que des nuages de voxels décrivant sa composition. On l'initialise au niveau de la pointe de l'aiguille précédemment identifiée et pour effectuer cette localisation grossière, il suffit d'aligner les deux nuages de points comme suit. Il s'agit d'un recalage rigide de deux nuages de points assuré par l'algorithme ICP, Iterative Closest Point. Les deux nuages de points, ce sont les nuages de voxels automatiquement segmentés, puis les nuages de points que nous avons construits à partir de la planification préopératoire.
l'ICP nous a permis d'aligner ou d'effectuer le recalage entre les deux nuages de points pour identifier les grains et les épaisseurs, puis retourner les 5 paramètres qui sont les coordonnées de centre de chaque classe, puis l'orientation globale de l'ensemble du train de grains. Et voilà la troisième étape qui nous permet d'approcher les coordonnées du centre de chaque grain. La quatrième et la dernière étape de l'algorithme sert à effectuer quelques raffinements de la localisation de chaque grain individuellement. Pourquoi on fait ce travail? Parce que malgré le fait que tout le train de grain ou tous les éléments d'un train de grain sont bien alignés, ça c'est vrai, mais lors de l'insertion dans le corps, des forces engendrant des flexions sur le train de grain dépassent parfois sa flexibilité. Par conséquent, des petites cassures peuvent survenir sur les connecteurs, engendrant des déviations sur chaque grain sous forme de petites rotations, petites translations autour de X et autour de Y. Là, on s'intéresse à estimer à compenser ces erreurs, effectuer quelques raffinements. Tout d'abord, en prenant chaque grain dans son petit volume qui lui englobe lui tout seul. Ça, c'est très important pour pouvoir, pour qu'on puisse manipuler chaque grain individuellement. Puis, en le comparant avec un grain modèle situé dans un volume de référence. Cette comparaison est effectuée en appliquant des transformations sur le grain en question pour qu'il colle au mieux possible avec le grain modèle. Et bien, la transformation qui minimise la différence entre les deux volumes, c'est celle qui contient les bons paramètres de raffinement. Un petit mot, d'abord, il s'agit d'un recalage basé sur l'image cette fois-ci, puisque les deux volumes sont extraits à partir des images graphiques réelles. Un petit mot sur le volume de référence. Il s'agit d'un volume contenant un grain modèle qui n'a subi aucune déviation pour qu'il soit considéré comme étant un grain modèle et qui soit bien visible et bien centré dans son petit volume. Puis la métrique de similarité a été choisie pour qu'elle soit la plus adéquate à un problème de recalage monomodal simple comme celui-là. Et le recalage est effectué par une recherche exhaustive. Je voudrais finalement vous montrer un exemple concret de résultat pour que vous illustriez l'importance de cette étape. Là, la localisation grossière donne des grains alignés. Et bien, après le raffinement, tout d'abord, les grains ne sont plus alignés et on voit très bien que les positions ainsi que les orientations de chaque grain collent mieux avec ce qu'on voit dans cette courbe sagitale. C'est tout bon pour l'algorithme qui nous permet de récupérer la pose de chaque grain, les coordonnées de centre de chaque grain et puis l'orientation de chaque grain. Je passe tout de suite à la partie expérimentation. Tous les algorithmes ont été testés sur deux types d'images graphiques. D'abord, je voudrais détailler la circonstance d'acquisition de chaque type d'image, puis je vais vous montrer les résultats. Le premier type d'image, il s'agit des images graphiques de fantômes en agar-agar. Le pourcentage d'agar construit, le pourcentage d'agar utilisé est 2,8, qui assure une rigidité assez similaire à la rigidité de la prostate qui maintient les grains et les aiguilles insérées. Les images ont été acquises en utilisant la sonde Perrine, qui est une sonde motorisée qui produit des images graphiques 3D. Le deuxième type d'image ont été acquises, sont des images cliniques, ont été acquises au bloc opératoire du CHU de Brest sur des patients anonymes en utilisant la sonde BICA qui produit des coupes axiales à partir desquelles les volumes 3D ont été construits. Je vais vous montrer les résultats. Commençons par la localisation d'aiguilles dans les images de fantômes, puis dans les images cliniques, et puis les résultats de la localisation de train de grain dans les images fantômes, puis dans les images cliniques. Concernant la localisation d'aiguilles dans les images fantômes, nous avons essayé d'évaluer l'algorithme par rapport à une segmentation manuelle parce que c'était la seule possibilité pour pouvoir tester la solution en absence d'une acquisition scanner, par exemple. Pour cela, nous avons commencé à segmenter plusieurs aiguilles dans plusieurs images graphiques à plusieurs reprises, c'est-à-dire dans des intervalles de temps séparés, pour mesurer à quel point notre segmentation manuelle est objective et précise. Et bien, l'écart type de la segmentation manuelle a été égal à 0,4 mm. Le temps moyen pour l'exécution du processus de localisation d'une seule aiguille est légèrement inférieur à 1 seconde, soit une valeur de 0,93 secondes. Ce que nous avons effectué, nous avons essayé d'envisager une manip virtuelle dans laquelle nous avons décidé d'insérer 8 aiguilles avec cette description. Les 8 aiguilles vont implanter par la suite 8 trains de grain. Et bien, suite à chaque insertion d'une aiguille, nous avons effectué une acquisition échographique. Donc, au total, nous avons 8 acquisitions échographiques contenant 8 aiguilles sur lesquelles les tests ont été menés. Et bien, voilà les résultats.
Les résultats sont présentés par ces diagrammes, par cette figure qui contient des diagrammes à moustache qui représentent les distributions des erreurs pour pour la pointe initialement détectée qui correspond à la fin du corps de l'aiguille initialement détectée, puis à la pré-identification de la pointe de l'aiguille. Et bien, l'erreur moyenne de l'identification de la pointe de l'aiguille sur les 8 aiguilles est égale à 0,61 mm. Quand même une valeur inférieure à 1 mm comme erreur moyenne. Il s'agit d'un résultat très prometteur et très satisfaisant et je vais vous montrer pourquoi. Tout d'abord, je vais vous montrer la localisation d'aiguilles dans les images cliniques. Nous disposons de 9 images de patients anonymes qui contiennent un nombre total d'aiguilles est égal à 126 aiguilles. Comme je viens de vous montrer, une aiguille ambrée est partiellement visible et beaucoup moins nette qu'une aiguille normale. Donc, il faut différencier entre les aiguilles ambrées et les aiguilles normales. Parmi les 126 aiguilles, nous avons 37 aiguilles normales, non ambrées. Le contraire. Nous avons 37 aiguilles ambrées, puis nous avons 89 aiguilles normales non ambrées. L'évaluation a été effectuée toujours par rapport à une segmentation manuelle en absence d'une acquisition scanner, par exemple, malheureusement. L'écart type de la segmentation manuelle précédemment décrite a été égal à 0,5 mm sur les images cliniques. Et le temps moyen pour l'exécution du processus de localisation d'une seule aiguille est légèrement supérieur à 1 seconde, c'est 1,2. Voilà les résultats qui concernent les aiguilles non ambrées et les aiguilles ambrées. C'est les mêmes diagrammes à moustache qui représentent les distributions des erreurs pour la pointe de l'aiguille initialement détectée et après le raffinement. L'erreur moyenne de l'identification de la pointe de l'aiguille concernant les aiguilles normales est égale à 0,9 mm. C'est toujours inférieur à 1 mm. Cette erreur moyenne est égale à 1,48 mm pour les aiguilles ambrées. C'est-à-dire, au pire des cas, nous avons eu une erreur moyenne inférieure à 1,5 mm. Je viens de dire qu'il s'agit de résultats très prometteurs et très satisfaisants parce que ça nous garantit l'objectif. Tout ça, c'est pour construire la région d'intérêt autour de laquelle ou dans laquelle le train de grain est situé. Cette région d'intérêt est construite autour de la pointe de l'aiguille. Eh bien, nous avons choisi des dimensions adaptatives de la région d'intérêt et nous avons laissé quelques marges de manœuvre qui sont des quelques millimètres pour compenser toute éventuelle ou toute potentielle erreur de l'identification de la pointe de l'aiguille. Eh bien, avec une erreur moyenne inférieure à 1,5 mm, l'objectif est atteint. Je passe à la localisation de grains dans les images de fantômes. Je reprends la manip précédemment utilisée. Les 8 aiguilles que nous avons insérées, on a implanté 8 trains de grains avec ces compositions. Au total, nous avons eu 22 grains et nous avons essayé d'évaluer la robustesse de l'algorithme par rapport à différentes compositions de trains de grains, comme vous voyez dans ce tableau. Parmi les compositions, il y en a un grain libre, c'est-à-dire l'algorithme a été testé au moins une fois sur un grain libre dans l'image echographique. Ça, c'est très important. Le fantôme, après l'implantation de tous les trains de grains, a été scanné au service radiothérapie du CHU, du CHU de Grenoble. Finalement, nous avons eu une acquisition scanner à partir de laquelle par rapport à laquelle nous avons effectué une évaluation qu'on peut considérer comme étant une évaluation un peu plus fiable qu'une segmentation manuelle dans l'image echographique. L'évaluation a été effectuée en identifiant manuellement les grains dans l'image scanner et en effectuant un recalage. Le recalage a été effectué par appariement sur 3 grains clairement visibles dans les 2 types d'images et qui a fait un RMS, une erreur moyenne quadratique de 1 mm presque. Je vous montre tout de suite là, les résultats de la localisation de grains dans l'image de fantôme visuellement, c'est-à-dire la description géométrique des grains automatiquement segmentés dans l'image echographique, qui sont les cylindres en rouge, puis l'identification manuelle de grains dans les images scanner après recalage, qui sont les cylindres en vert. Ça concerne la localisation globale et le raffinement. On voit très bien que dans les 2 figures, les cylindres sont très proches les uns aux autres, qui montrent que notre segmentation manuelle notre segmentation automatique
notre localisation automatique de grains s'effectue avec succès. Il y a une petite différence entre la localisation globale et le raffinement. Peut-être ça manifeste plutôt sur ce train de grains, là où, après le raffinement, les cylindres sont plus proches les uns aux autres, qui montrent l'efficacité de ce raffinement. En termes de chiffres, je vous montre dans ce tableau les distances des centres de grains en moyenne, avant la localisation globale et après la localisation globale et après le raffinement. On voit très bien qu'après le raffinement, on a eu une distance moyenne est égale à 1,86 mm. Ça concerne les 22 grains des 8 trains de grains testés. L'estimation des orientations, c'est l'objectif de la 4e étape. Nous avons essayé de développer une étape qui estime notamment les orientations de grains. Malheureusement, nous n'avons pas pu tester cette étape sur les images de fantômes parce que tout simplement, les trains de grains ne se cassent pas lors de l'insertion. Mais nous avons essayé de simuler des erreurs et voir dans quelle mesure l'algorithme a été capable d'estimer ces erreurs. Il y a un facteur très important qui joue, c'est la dimension ou les dimensions des volumes contenant les grains. On ne peut pas dépasser ces dimensions parce que tout simplement, on risque d'inclure les bouts de grains voisins et dans ce cas, cette manip presque sert à rien. La manip consiste à prendre 2 grains de test et sur chaque grain, on essaie d'appliquer des rotations autour de X et autour de Y entre moins 20 et 20 degrés avec un pas de 5 degrés et voir dans quelle mesure l'algorithme est capable d'estimer ces orientations. Avant de passer au résultat, moi, je voudrais vous montrer que le grain se trouve émergé dans les signaux des artefacts latéraux, dans son petit volume, qui gênent peut-être la visibilité de toute rotation autour de Y. On va voir l'impact de ceci sur le résultat. Et bien voilà le résultat qui concerne 2 grains de test et qui sont les résultats d'estimation des orientations autour de X et autour de Y. Pour les 4 figures, les points en rouge, ce sont les valeurs des rotations que nous avons appliquées. Les points en bleu, ce sont les rotations que l'algorithme a estimées. Donc, plus les valeurs en rouge sont proches aux valeurs en bleu, plus l'algorithme a réussi son estimation. Eh bien, l'algorithme a bien réussi l'estimation des orientations autour de X et malheureusement, ce n'était pas le cas pour les orientations autour de Y, là où les pointent très loin les uns aux autres. Ceci est bien justifié dans le manuscrit, mais là, je voudrais dire que ça a dû au fait que le grain se trouve immergé dans les signaux des artefacts latéraux, dans son petit volume, comme je viens de vous montrer, qui gêne toute visibilité de toute rotation autour de Y. Mais si on trouve un moyen pour élargir la fenêtre, pour élargir un petit peu le volume, sans inclure les bouts de grains voisins, et bien là, l'algorithme aurait bien estimé les orientations et ceci est bien prouvé dans le manuscrit. Là, je passe à la localisation de grains dans les images cliniques. J'ai évalué la solution toujours par rapport à une segmentation manuelle, malheureusement en absence d'une acquisition scanner. C'est la seule possibilité pour pouvoir tester l'algorithme. L'écart type de la segmentation manuelle précédemment décrite est égal à 0,7 mm. Et le temps de calcul de la localisation globale est égal à presque 0,7 secondes. Ça ne concerne pas la partie de raffinement parce qu'actuellement, elle s'effectue par une recherche exhaustive qui met considérablement de temps de calcul. On peut facilement optimiser le temps de calcul en employant par exemple une recherche par descente de gradient, voilà, ou autre. Parce que l'objectif actuellement, c'est de tester une solution qui marche et après, on peut l'optimiser. Eh bien, nous disposons de 2 images de patients qui sont malheureusement de qualité exceptionnellement médiocre, qui dépassent la médiocrité des images échographiques contenant les aiguilles cliniques. Puisqu'il s'agit d'une évaluation par rapport à une segmentation manuelle, nous étions obligés de sélectionner les trains de grains sur lesquels au moins une segmentation manuelle peut être effectuée pour avoir une vérité terrain, je veux dire. Donc, sur le premier patient, nous étions obligés de sélectionner 4 trains de grains avec ces compositions. Et puis, sur le deuxième patient, nous étions obligés de sélectionner 3 trains de grains. Donc, parmi les trains de grains, il y a aussi une fois un grain libre. C'est la deuxième fois que l'algorithme a été testé sur des grains libres. Et voilà les résultats en termes d'erreur moyenne.
Pour le premier patient, c'est 1,52 mm sur les 4 trains de grains. Et puis, sur le deuxième patient, c'est 1,36 mm. Malgré le nombre limité de trains de grains sur lesquels les tests ont été menés, il s'agit des résultats très, très prometteurs et très bons. Là, finalement, je vous montre un exemple d'une description géométrique des grains automatiquement localisés dans l'image échographique qui sont les cylindres en rouge, puis les grains manuellement identifiés dans l'image scanner qui sont les cylindres en vert, qui montrent toujours que les cylindres sont très proches les uns aux autres, qui montrent une description visuelle, prouve peut-être que l'algorithme a réussi la localisation de grains. J'ai dit manuellement identifié dans l'image échographique, pas scanner. Il n'y a pas d'image scanner là. Je voudrais clarifier un petit point. Les images échographiques, quand on a un train de grains qu'on manipule actuellement, ne sont pas les implantations des aiguilles précédemment utilisées pour tester la solution de la localisation d'aiguilles. Ça n'a rien à voir. C'est tout bon pour les résultats. Là, je vais vous montrer. J'entame la partie de la discussion. Pour cela, je reprends le tableau précédemment utilisé pour comparer notre solution à l'état de l'art. Eh bien, nous sommes les seuls qui ont testé leur solution à la fois sur des trains de grains et sur des grains libres. Ça, c'est un avantage, je pense. Et il y en a aussi, nous faisons partie des méthodes, des solutions qui estiment les orientations de grains. Les méthodes employées ou les outils techniques employés, la solution est basée sur des algorithmes de machine learning et sur deux types de recalage rigides pour la localisation grossière puis l'identification individuelle de grains. Nous avons testé l'algorithme au moins 2 fois sur des images cliniques, ça c'est très important, en plus des images de fantômes. Nous avons testé l'algorithme par rapport à une acquisition scanner au moins 1 fois, pour ne pas être décalé à l'état de l'art. Et puis, comme erreur moyenne, les erreurs moyennes retournées par notre solution varient entre 1,86 mm sur les images de fantômes et 1,44 mm sur les images cliniques en moyenne. Par rapport à l'état de l'art, nous sommes très bien situés parce que les erreurs moyennes varient entre 1 et 2,29 mm pour ce qui concerne les erreurs moyennes retournées par les méthodes de l'état de l'art. Alors, je voudrais récapituler tout ce que je viens de raconter sous forme des contributions de ma thèse. Concernant la localisation d'aiguilles, elle a été le sujet de 2 publications. La première a été en 2018 et la deuxième publication en 2019. Et c'était le fruit d'une collaboration entre moi et un collègue qui travaille sur un problème de guidage d'aiguilles. Cette solution a été basée sur une binarisation automatique assurée par la classification bayésienne binaire, là où les valeurs des paramètres sont prédites automatiquement par l'algorithme EM. Puis, l'aiguille a été approximée, ou l'allure de l'aiguille a été approximée par une approximation polynomiale parabolique, et la solution a été testée sur des données de fantômes, mais aussi sur des données réalistes. La localisation de grains est actuellement le sujet d'une publication dans le Medical Physics, dans le journal Medical Physics, en cours de révision, que j'espère très bien qu'elle va être retenue. Et la solution est basée sur une région d'intérêt déduite à partir de l'identification de la pointe de l'aiguille, qui est la première partie de ma thèse. Et puis, cette solution est basée sur des algorithmes de machine learning, mais aussi sur des algorithmes de recalage. La solution a été testée sur des données de fantômes, mais aussi sur des données réalistes. Il s'agit des résultats très promoteurs. Nous sommes très bien situés par rapport à l'état de l'art en termes d'erreurs moyennes, dans un temps de calcul très optimal qui ne gêne pas de toute façon la rapidité des gestes effectués par les praticiens. Quand même, nous pouvons discuter quelques points peut-être liés à la faisabilité clinique de notre solution. Ceci peut être prouvé par le temps de calcul optimal et aussi par une étude qui a été menée sur l'influence de la localisation de grains ou l'impact de l'erreur de localisation de grains sur la distorsion de dose sur le volume de la prostate, qui montre qu'une erreur moyenne inférieure à 2 mm représente très peu de distorsions de dose sur la quasi-totalité du volume de la prostate. Et bien, par rapport à cette étude, nous sommes très bien situés parce que dans tous les cas, les erreurs moyennes retournées par notre méthode est inférieure à 2 mm, même sur les images cliniques. Nous pouvons aussi envisager des améliorations à court et à moyen terme
Par exemple, à court terme, nous pouvons automatiser l'initialisation de l'algorithme EM qui s'effectue actuellement par rapport ou en fonction des paramètres de la sonde. Aussi, nous pouvons envisager des expérimentations sur cadavres, c'est très important, parce que ça nous permettrait d'employer un protocole incrémental d'acquisition qui nous sert à résoudre la quasi-totalité des problèmes, notamment le problème lié à l'estimation des orientations des grains autour de Y. Parce que avec un protocole incrémental d'acquisition, on a plusieurs images géographiques au lieu d'avoir une seule image géographique contenant tous les trains de grains. Donc, à partir de plusieurs images géographiques, nous pouvons élargir le volume sans inclure les bouts de grains voisins pour estimer les orientations autour de Y. Et aussi, nous pouvons réaliser des acquisitions scanner. Voilà. Comme amélioration à moyen terme, nous pouvons effectuer une acquisition sur patient en utilisant la sonde Perrine qui produit des images géographiques de meilleure qualité que celles acquises par la sonde BK actuellement utilisée en bloc opératoire. Techniquement, nous pouvons tester le deep learning et comparer les résultats de deep learning par rapport à notre solution qui est basée sur des algorithmes de machine learning. Je pense qu'il y a un vrai handicapant de l'utilisation du deep learning, c'est le pouvoir de construire ou de récupérer une base de données des images géographiques contenant des trains de grains ou des grains annotés. Pour finir cette présentation, je voudrais remercier nos collaborateurs, notamment les gens du CHU de Brest, qui nous ont donné l'accès aux données cliniques, et au service radiothérapie du CHU de Grenoble, qui nous ont aidés pour scanner le fantôme et d'avoir une vérité terrain fiable. Finalement, je voudrais remercier l'ANR d'avoir financé ce projet dans lequel j'ai travaillé et j'ai développé ma thèse. J'ai laissé peut-être quelques minutes. Donc, je vous remercie énormément pour votre attention et je vous laisse la parole.